La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. C'est reparti pour les concertations gouvernement secteur privé, agenda 2023. Premier round ce jeudi à la primature avec un objectif clairement affiché, accroître les investissements privés, financer plus les PME, PMI. Nous aurons le compte rendu dans ce journal. Après Dapanou, après Thévier, après Atakwame, eh bien voici Sokole en vedette pour le FOPAT. La ville accueille depuis ce matin l'étape de la région centrale du Forum des producteurs agricoles du Togo. 3 jours pour repenser l'agriculture dans la région. Les attentes sont nombreuses, vous les entendrez dans cette édition. Et puis au Nigeria, nous sommes à 2 jours de la présidentielle, un scrutin qui divise le pays entre le nord, majoritairement musulman, et le sud, chrétien. 93 millions d'électeurs sont appelés à voter ce samedi. Donc, voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Top départ donc, je vous le disais, en titre des concertations gouvernement secteur privé pour le compte de l'année 2023. Premier round ce jeudi à la primature avec un objectif dynamiser les investissements privés, financer plus les PME, PMI pour revitaliser davantage l'économie nationale. Une rencontre, vous le voyez, présidée par le Premier ministre Victoire Toméga Dobé. Nous reviendrons sur le sujet tout à l'heure dans le courant de cette édition. Direction maintenant Sokole, le chef-lieu de la région centrale accueille à son tour le Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT. Ouverture donc des travaux ce jeudi pour 3 jours d'échange. À l'horizon, un seul objectif, arriver à transformer notre agriculture. Le récit à Sokole de Désiré Aloré. Ils sont des acteurs braves producteurs agricoles. Ils viennent de toutes les contrées de la région centrale réunis pour le Forum des producteurs agricoles du Togo, premier du genre dans la région centrale. Ici, toutes les filières sont représentées, éleveurs, maraîchers, agriculteurs, transformateurs et autres. Ils ont 3 jours pour débattre des thèmes, décortiquer leurs difficultés et attentes et formuler en résumé les recommandations. Le Togo entend rendre son agriculture plus performante et résiliente. Il faut donc écouter les producteurs afin de mieux leur répondre dans leur effort de production. D'où cette innovation d'organiser les forats régionaux. Ce forum voulu par le chef de l'État consiste donc à venir partager avec les producteurs agricoles, donc directement dans leur région, pour voir quelles sont leurs attentes par rapport donc au secteur agricole, mais partager la feuille de route gouvernementale, partager toutes les réalisations du ministère de l'Agriculture pour le bien donc, des producteurs. Et ce forum va nous permettre de partager, je dirais vraiment en profondeur, avec tous les producteurs agricoles sur les défis, sur les challenges, mais surtout sur la vision du chef de l'État qui veut qu'aujourd'hui l'agriculture soit vraiment un moteur de croissance économique plutôt que juste, je dirais, une activité pour faire de la production. Faire du producteur agricole aujourd'hui un entrepreneur. Et pour cela, pour parvenir à cela, nous devons déjà partager les attentes avec ces producteurs. Acteurs incontournables dans la croissance économique, les producteurs entendent améliorer leur performance avec une synergie d'action à intensifier. Nous ne pouvons pas inventer des solutions miracles, nous avons besoin de les écouter. Nous avons besoin de savoir exactement quelles sont leurs attentes, mais à côté, nous allons aussi leur dire ce que nous faisons, écouter, voir ce qu'ils en pensent et voir comment nous pouvons améliorer ce travail. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est ensemble que nous réussirons. Le problème du foncier, des intrants, des semences, des outils de transformation, la mécanisation et les financements dans le secteur sont entre autres difficultés majeures. Nous avons aujourd'hui 2 grands objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est d'abord d'assurer la sécurité alimentaire du Togo. Et quand on dit sécurité alimentaire, ça veut dire que chaque Togolais doit pouvoir manger à sa faim, mais à partir de la production nationale. Le deuxième grand défi que nous devons relever, c'est la transformation, qui va nous permettre d'apporter un plus à nos productions. Ceci donc veut dire que nous devons produire plus. Et pour pouvoir produire plus, nous avons toute une batterie d'actions que nous mettons en œuvre.
notamment les ZAP. On est en train donc d'initier pour cette année des centres régionaux de mécanisation agricole qui vont apporter un soutien aux producteurs agricoles dans leurs travaux. Un schéma directeur de l'agriculture irriguée a été mis en place et nous avons 6 sites pilotes que nous avons démarrés. Nous allons donc progressivement vulgariser cela sur toute l'étendue du territoire. Nous devons nous mettre ensemble, en coopérative, en groupement, pour pouvoir mutualiser les efforts. Avec cette première édition, c'est vraiment un nouveau départ que nous prenons dans le secteur agricole. Dans la région centrale, la production agricole passe de 999 720 tonnes en 2021 à 1025 tonnes 132 en 2022, avec 246 065 tonnes pour les céréales et 656 000 tonnes 972 pour les tubercules. 18 ZAP, 111 magasins de stockage d'une capacité totale de 10 590 tonnes sont disponibles. 3 jours d'échange pour trouver ensemble des pistes d'amélioration des performances. Un nouveau cadre donc est lancé avec les FORA pour recadrer donc le secteur qui aujourd'hui bénéficie du soutien de l'Agence de transformation agricole qui travaille à booster l'agriculture togolaise porteuse d'espoir. Et on vient d'entendre le ministre de l'Agriculture sur la formule cette année, et tout comme ailleurs, dans d'autres régions déjà parcourues par le FOPAT, ici aussi dans la région centrale, nombreuses sont donc les attentes des producteurs. Ils s'expriment, vous allez les entendre, des propos recueillis par Désiré Aloy et notre bureau à Sokolé. L'une des attentes les plus importantes pour nous au niveau de la région centrale, c'est de faire de la maîtrise de l'eau, disons, un levier pour la croissance économique au niveau de l'agriculture dans la région centrale. Donc, et également aussi, aujourd'hui, la culture du coton a perdu au niveau de la région centrale. Je crois qu'il faut qu'on essaie de revoir les pratiques culturelles au niveau de la culture du coton, pour qu'on puisse encore ramener les producteurs à s'investir. Les galeries qui couvrent au niveau de nos rivières sont dévastées, justement, l'agriculture. Mais bien sûr, il faut qu'on innove, qu'on essaie d'amener les producteurs à protéger l'environnement. Parce que l'environnement également aussi doit nous servir, doit aider plus encore l'agriculture. Mais aujourd'hui, les pratiques que nous faisons ne font que dévaster la nature. Donc, on peut encore créer autre stratégie, améliorer notre pratique, pour que cette nature-là continue pas nous donner ce qu'elle a. Au niveau de l'ANACAD, par exemple, nous avons les problèmes fonciers. Les allochtones qui ont la bonne volonté de produire n'ont pas de terres. Il faudrait qu'à travers ce forum, nous sortions des résolutions pour convaincre maintenant les propriétaires terriens à céder leur espace aux allochtones pour qu'ils puissent faire la carrière dans la culture de l'ANACAD d'une manière pérenne. En dehors de cela, il faudrait aussi qu'on essaie d'orienter beaucoup de ZAP, des zones d'aménagement planifiées d'ANACAD. Il faudrait décentraliser ces ZAP cantons aux ZAP villages. Parce que nous connaissons à quel point l'anacardier aujourd'hui contribue à plus de bon nombre de pourcentages par rapport au PIB du Togo. Beaucoup d'économies au niveau environnemental, économie au niveau des entreprises agricoles familiales. Nous espérons que l'autorité publique pourra en prendre en conscience et que d'ici peu, ces problèmes puissent être résolus. Actuellement, les ingrédients sont très chers et que nous, les éleveurs, nous n'arrivons pas à avoir assez de moyens pour pouvoir récupérer ces ingrédients, pour pouvoir élever suffisamment comme cela se doit. Et parce que selon le prix des ingrédients, quand nous fixons le prix sur la volaille, le consommateur n'arrive pas à prendre comme cela se doit. Nous supplions le gouvernement de faire tout pour pouvoir nous financer suffisamment, pour nous créer des banques à nous les éleveurs, pour que nous puissions avoir assez de financement pour élever comme cela se doit. Que nous puissions élargir nos enclos, nos poulaillers, ça nous ferait plaisir. Et il faudrait que l'État pense à nous, surtout pour que dans chaque préfecture, au moins, on crée un abattoir. Pour ce qui nous concerne, les contraintes majeures de nos activités chaque année, c'est premièrement l'accessibilité à la matière première. Avoir la matière première disponible à un prix abordable pour que le prix ou les prix des produits finis ne fluctuent pas au cours de l'année. Un autre problème, c'est après avoir satisfait la demande nationale, nous pensons avoir des marchés à l'extérieur. Par la matière première, nous avons des soucis d'équipement de qualité, avoir des facilités d'accès au financement pour avoir des équipements quand même
de longue durée de vie. Pour ce forum-là, je veux que l'État vienne nous aider pour gagner les terrains, pour reboiser les qualités. Parce qu'on veut les matières premières pour transformer. Et le vœu exprimé, c'est de faire de l'agriculteur un entrepreneur aujourd'hui. Et voici justement le portrait du jour. Dima Alagbé, producteur agricole mué en entrepreneur à Kambolé. Il est l'un des exemples de la région. Gros plan sur ce producteur entrepreneur. C'est un document. Désiré Alary. Une exploitation à perte de vue à Kabolé. De ce domaine de 160 hectares est sortie cette énorme quantité de maïs blanc, évaluée à 520 tonnes. Une production disposée en partie dans ce magasin. Le producteur, le voici Dima Alagbé, qui a refusé l'aventure et est aujourd'hui un entrepreneur agricole installé à Kabolé. J'ai fait au moins 2 à 3 ans au Nigeria. Je vois que là-bas, ça ne va pas. Et j'ai décidé de rester à Kambolé. L'année passée, j'ai fait 143 hectares. Cela fait 480 tonnes. Il y a 11 ans de passé aujourd'hui, j'ai commencé à cultiver beaucoup de maïs. Je produis le soja, je produis l'haricot et un peu d'igname. De l'emblavure jusqu'au stockage, le travail en partie se fait manuellement, une pratique qu'il entend éliminer progressivement. Je prends beaucoup de métiers pour pouvoir faire mes travaux. Je sollicite les femmes, les bonnes femmes qui vont me semer, les garçons qui vont m'aider à entretenir les champs. On travaille jusqu'à la fin du récolte, plus de 100 et quelques personnes qui ont venu m'aider à travailler. Aujourd'hui, j'ai 5 tracteurs et c'est avec les 5 tracteurs qui m'ont aidé à faire les 160 hectares de maïs. La saison dernière, la production était évaluée à 480 tonnes. Un chiffre revu à la hausse cette année. Cette année, je suis très fier. J'ai fait 160 hectares, ça fait 520 tonnes. Le jeune producteur, dans la chaîne de production, rencontre quelques difficultés, mais garde espoir. Sinon, dans notre travail, on a besoin beaucoup d'aide. J'ai 5 tracteurs, mais ça ne suffit pas. Je veux que l'État va nous aider. Puisque des fois, la pluie vient, il faut labourer vite. Et pour côté de l'engrais, je veux que beaucoup vont encore tripler. Bon, le travail à la récolte se fait à la main, mais il y a les batteuses, 2 batteuses qui nous aident, c'est insuffisant. Avec le soutien du MIFA et de l'ANSAT, la production croît d'année en année. Dima Alagbé s'en sort mieux. Je remercie beaucoup ANSAT. Sinon, l'année passée, il m'a donné avance sur commande de 100 tonnes et j'ai remboursé tout. Cette année, il m'a donné engrais de 100 tonnes aussi et c'est déjà remboursé. Il y a 2 magasins. ANSAT nous a aidés. Il a pris un peu, mais ça reste beaucoup de problèmes du marché. On va continuer l'agriculture et on souhaite beaucoup le gouvernement qu'il n'a qu'à nous aider à chercher le marché. Avec le forum de cette année, je suis sûr que le président va nous écouter, va nous aider beaucoup pour qu'on puisse continuer dans les activités. Le Forum des producteurs agricoles du Togo FOPAT vient impulser une dynamique dans le secteur agricole, de la production à la commercialisation en passant par la transformation. Un secteur aussi prioritaire qui contribue au développement, la croissance économique du Togo. Et voilà donc ce qu'on peut dire de l'ouverture ce jeudi du FOPAT à Sokolé, Forum des producteurs agricoles du Togo, échange pendant 3 jours. L'actualité, c'est aussi les assises de la cour d'assises de Kara, avant-dernière audience relatée ce soir dans cette édition. À la barre, une affaire d'infanticide. Les faits remontent à 2021. Le verdict, le récit avec Nestor Mouzou et notre bureau à Kara. Le 15 janvier 2021, au petit matin, Madame Gudayem Mariam est allée jeter le bébé qu'elle venait d'accoucher seule dans sa maison, dans les latrines de l'école primaire publique de Gunjwaga, dans la préfecture de Kpédial Ouest. Aux environs de 6 heures, le sieur Tawalik Bandi Matiendou, arrivé pour se soulager dans ses latrines, constate des traces de sang et entend des pleurs d'un nouveau-né. Ce dernier n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention rapide de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. À la suite, Gudayem Mariama fut interpellée. Devant le magistrat instructeur, elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle explique son acte par le désespoir et le chagrin.
Abandonnée par son époux depuis 5 ans au village avec 5 enfants, elle s'est trouvée un copain avec qui elle entretenait des relations amoureuses au point de tomber enceinte. Elle dissimula soigneusement la grossesse jusqu'à son terme et se cacha pour accoucher seule à domicile avant d'aller jeter le nouveau-né dans les latrines de l'école. Gudayem Mariama est donc accusé de tentative d'infanticide, fait prévu et puni par les articles 46, 171 et 172 du nouveau Code pénal. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, tenant compte du caractère sacré de la vie, le nouveau Code pénal en son article 172 a réservé une de ces sévères peines pour les cas d'infanticide. La peine prévue à cet effet va de 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Vous ne devez donc pas perdre de vue au moment de votre délibération que l'objectif du législateur est d'insister sur l'importance de la puissance de nuire et de l'intention criminelle des personnes comme l'accusé. Me plaçant dans la perspective d'un verdict exemplaire, je requiers qu'il plaise à la Cour déclarer l'accusé coupable du crime de tentative d'infanticide à elle reproché et en répression la condamner à une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Et vous aurez rendu justice à cet enfant et au peuple togolais tout entier. Certes, elle a pris la très mauvaise décision parce qu'elle aurait pu confier ses enfants à une organisation sociale. Mais comprenez que le milieu et la culture dans laquelle elle vivait a la peur d'être rejetée, s'ajoutait la peur du déshonneur. Je souhaiterais, dans le secret de votre délibéré, que vous puissiez tenir compte de tout ce que je viens de dire. Je vous demande de faire une œuvre bonne. Et cette œuvre bonne consiste à rendre à cette femme toute sa dignité. À l'unanimité des membres de la Cour, l'accusé Gudayem Mariama a été reconnu coupable de tentative d'infanticide. À l'unanimité également, la Cour a estimé qu'il existe des situations atténuantes en faveur de l'accusé et donc l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Un mot de santé dans cette édition avec du nouveau pour les formations sanitaires dans la région centrale. Elles viennent de recevoir du matériel médico-technique offert par la GIZ via le projet ProSanté, du matériel qui devra rehausser la qualité des prestations dans ce centre de santé. Les précisions de Désiré Aloya. L'État togolais du jour au jour œuvre à l'amélioration des pratiques sanitaires, une priorité pour assurer aux populations le bien-être. Les formations sanitaires de la région centrale voient leur plateau technique renforcé avec cet important lot d'équipements et matériel médico-technique. Le donateur, le peuple allemand au travers de la GIZ dans le cadre du projet ProSanté. La santé est et reste dans la coopération entre le Togo et l'Allemagne en secteur focal. L'objectif primaire, ça c'est vraiment de renforcer les services de santé à la base. Ça c'est vraiment une amélioration considérable pour la population, pour la santé de la population, parce que avec ces points périphériques, on atteint vraiment les gens qui sont loin des soins qui sont offerts à des points qu'on connaît déjà. Matériel remis officiellement par l'ambassadeur d'Allemagne au Togo au ministère en charge de la santé qui s'attelle au quotidien à améliorer les performances dans les formations sanitaires à travers tout le pays. Ça nous permettra de renforcer la qualité dans nos centres de santé. Avec cette table gynéco, nos femmes seront plus à l'aise en accouchant et ça nous aidera à mieux offrir nos soins de qualité. On ne peut que leur dire merci et leur promettre que nous allons utiliser ça en bonne escient pour qu'ils soient encouragés à nous donner encore d'autres matériels. L'action s'intègre entièrement aux orientations de la politique du gouvernement togolais en lien avec les directives stratégiques du secteur de la santé. La vision reste la démarche qualité dans la mise en œuvre des programmes, notamment la santé reproductive et les droits sexuels. Santé, éducation maintenant et rendez-vous réussi pour le deuxième salon indien de l'éducation et du développement. En vitrine, les opportunités dans divers domaines pour les étudiants togolais et autres acteurs du secteur. Les précisions sont largement demandées avec Abidi Niassimbe.
Un salon pour découvrir un éventail de formations, surtout en sciences et en technologie, proposées dans des universités indiennes. Le secteur est en plein essor et pourvoyeur d'emplois. Barnabé a déjà saisi sa chance en Computer Application. Il vient de rentrer de l'Inde. J'ai fait le Master of Computer Applications, on dira un master en génie logiciel. C'était une expérience vraiment qui m'a permis de grandir, d'avoir plus de maturité et de découvrir encore d'autres mentalités et d'autres cultures. Ma formation a duré 3 ans. D'autres élèves, étudiants et enseignants veulent lui emboîter le pas. Ils sont venus s'informer sur les possibilités des études et en bourse qu'offre l'Inde. Nous avons l'opportunité déjà d'échanger avec un pays anglophone. Si j'ai une bourse, je compte me donner à fond dedans parce que je sais que c'est une très grande opportunité, une très grande chance parce que je voudrais faire évoluer mon pays. Le partenariat entre l'université d'Andra et l'université de Lomé, où des enseignants ou des professeurs de l'université de Lomé peuvent toutefois aller étudier au niveau du doctorat dans beaucoup de domaines de l'ingénierie. La visite de son Excellence, Monsieur le ministre, professeur Wateba en Inde, a permis de construire des liens forts entre les universités indiennes et celles du Togo. Nous explorons cette collaboration sur beaucoup de domaines. Les échanges au niveau des étudiants, les bourses scolaires qui sont offertes aux étudiants et aussi la possibilité d'envoyer des étudiants et enseignants togolais en Inde pour se faire former. La démarche est saluée par les autorités universitaires du Togo. Nous avons à apprendre beaucoup de l'Inde aujourd'hui. Et surtout, nous avons fait notre focus sur 3 principaux domaines, à savoir l'informatique, à savoir également la mécanique agricole et puis de façon générale l'éthique. Et ces 3 domaines s'inscrivent vraiment dans la droite ligne de la politique gouvernementale. Nous avons beaucoup à gagner. Je profite également à encourager, à exhorter nos étudiants à postuler donc dans ces genres de bourses. Mais avant ça, je les exhorte également à apprendre l'anglais. 13 universités indiennes ont exposé leur domaine de formation et expliquent leur cursus au public. La coopération sud-sud s'en trouve renforcée. Étudiants aujourd'hui, ressources humaines à valoriser demain. Objectif d'ailleurs du 5e congrès RH Afrique. Les travaux ont été ouverts ce matin à Lomé. 2 jours de réflexion sur comment valoriser justement les ressources humaines. Carmen Madjiakapou. Chef d'entreprise, directeur de société et responsable des ressources humaines des entreprises privées et publiques de plus de 12 pays d'Afrique à Lomé pour faire du secteur des RH un facteur de performance durable des entreprises. Nous sommes à la 5e édition du congrès RH Afrique. Ce rendez-vous professionnel panafricain va permettre de réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour mieux intégrer la culture d'entreprise aux valeurs qui gouvernent le comportement des salariés dans une société. Il est question de mieux formaliser les pratiques de management des ressources humaines pour atteindre les objectifs du dirigeant. L'objectif, c'est de contribuer à développer notre entreprise. Et on sait que les questions, tout ce qui est lié autour des entreprises est fortement corrélé à l'emploi dans nos pays. Le 5e congrès RH Afrique va également plancher sur la coordination, le développement, la gestion de toute la partie administrative du personnel d'une entreprise. Quand on parle de culture, on voit vraiment ce que les personnes ont comme valeur. Autour de quelles valeurs les personnes construisent leur vécu quotidien, particulièrement dans l'entreprise. Si quelqu'un, par exemple, est dirigeant, il pense qu'il est d'une culture patriarcale et que c'est la loi du chef, le paternalisme à outrance. Comment peut-il conduire son entreprise à bon port s'il ne revoit pas sa façon de penser? Il y a aussi les questions de perception. Ces éléments, on doit les décoder. Il y a des codes de la culture pour pouvoir avancer ensemble.
Le congrès RH Afrique est un événement professionnel multisectoriel. Réel espace d'échange entre dirigeants et professionnels de la fonction RH, il participe à valoriser les actions innovantes des entreprises. Finalité, développer sur le sol africain une réflexion RH commune. Je vous l'annonçais en début de journal, le top départ des concertations gouvernement secteur privé pour le compte de l'année 2023. Premier round ce jeudi à la primature avec un objectif dynamiser les investissements privés, financer plus les PME-PMI pour revitaliser davantage l'économie nationale. Une rencontre présidée par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Le compte rendu de Ramdan Bassina. La dynamique des investissements privés et le financement des PME-PMI, ce sont là deux thématiques qui ont retenu l'attention des participants à cette première session de l'année du Conseil de concertation État-secteur privé. Le secteur privé est un partenaire stratégique dans la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement et de la création de richesses et des emplois décents. Il ressort de cette rencontre que la dynamique des investissements privés au cours des 3 dernières années a été stable, voire en croissance. Les différents outils mis en place par l'État et la confiance du secteur privé ont permis de mieux gérer les répercussions des différentes crises mondiales. On a pris les 3 dernières années, notamment 2019, 2020, 2021. On a vu un léger fléchissement en 2020 qui est justifié par la situation de crise sanitaire avec les replis en termes de stratégie d'investissement de tous les grands groupes, les grandes sociétés. Et la tendance est repartie à la hausse en 2021. Ce qui nous permet de confirmer quand même une certaine résilience du secteur privé africain et on voit également du secteur privé togolais. En termes de prospective, donc vous savez qu'au niveau du régime, du cadre légal qui encourage l'investissement, nous avons aujourd'hui 3 régimes. Nous en avions 2, notamment le régime de la zone franche, le code des investissements. Tout récemment, il y a eu le régime de la zone franche sur l'industrie du textile et de l'habillement qui est venu renforcer ce cadre-là avec 2 outils opérationnels qui est le comité d'agrément et l'agence de promotion d'investissement qui sont chargés de suivre pour la mise en application de ce dispositif-là. S'agissant du financement des PME-PMI, plusieurs facteurs ont plaidé en faveur de l'attractivité du Togo. Parmi ceux-ci, l'amélioration constante du climat des affaires. Mais le pays peut mieux faire dans le financement des PME-PMI. Il va falloir explorer d'autres pistes de financement parmi lesquelles la digitalisation, l'innovation. Beaucoup de travail a été fait sur les dernières années et surtout dans la bonne direction. Il faut admettre aujourd'hui que le Togo a fait énormément par rapport à ce qui doit être fait sur le plan de la digitalisation, sur le plan de l'accès au financement, sur le plan aussi de l'inclusion financière. Avec toutes les initiatives qui ont été prises et avec les fonds de soutien qui ont été mis en place comme le FNFI ou le FAEJ, on a aujourd'hui un pays qui, à mon avis, va dans la bonne direction. Il faut voir maintenant comment on peut aller beaucoup plus loin. Et il y a plusieurs modèles qui existent et je pense qu'un des modèles sur lesquels nous devons beaucoup travailler, c'est le modèle de l'accès au financement. Je suis plus qu'optimiste par rapport au futur. Pour la chef de gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, qui a présidé cette rencontre d'échange, le gouvernement est ouvert à toute suggestion de pistes d'exploration et s'engage à œuvrer de concert pour permettre à tous de participer activement au développement du pays. Il faut maintenir ces caps et poursuivre ensemble les efforts pour une croissance durable. La question qui se pose à nous, elle est très simple. Comment transformer la bonne santé de notre industrie financière en source de financement pour les TPME? Le gouvernement togolais, sous le leadership de son Excellence, M. Faure Eswatini Gnassingbé, a mis en place des dispositifs et mécanismes pour améliorer le cadre dans lequel évoluent les TPME. La mise en œuvre de la réforme R4, renforcement des mécanismes d'appui aux TPME, inscrite dans la feuille de route gouvernementale, vise à accélérer et à coordonner la mise en place des dispositifs d'accompagnement dédiés. J'invite donc l'ensemble des acteurs du secteur privé à approfondir les options que nous avons identifiées aujourd'hui pour que nous puissions faire émerger des solutions de notre pays, afin de permettre aux TPME, aux PME, PMI de participer pleinement à la transformation économique de notre pays. Il y a quelques mois, notre pays accueillait l'Africa
Financial Industry Summit à Fils, où nous avons compris combien le Togo pouvait être leader en matière de solutions pour le financement de l'économie africaine. Dans la droite ligne des annonces faites lors de ce sommet, je vous invite tous à approfondir les options qui ont été prises aujourd'hui pour que nous puissions radicalement changer le financement des TPE dans notre pays. Et cela est possible. La rencontre de ce jour a été précédée du point sur la mise en œuvre des recommandations des précédentes rencontres du Conseil de concertation. Il ressort également que les recommandations liées à la relance post-Covid, l'importation frauduleuse, la concurrence déloyale ainsi que les opportunités de la ZLECAf connaissent une avancée majeure dans leur mise en œuvre, même si les défis restent à relever. Il est 20h31 à l'étranger, dernier jour de campagne au Nigeria et quelques 93 millions d'électeurs sont appelés à voter ce samedi. À jour J-2 avant cette présidentielle, le Nigeria est un pays divisé, à majorité musulmane au nord, chrétienne au sud, mais pour la première fois, 2 candidats musulmans sont favoris. Une mosaïque religieuse. Au Nigeria, la population est partagée entre 2 confessions. Alors que les musulmans sont majoritaires dans le nord du pays, les chrétiens sont plus nombreux au sud. Une configuration qui a souvent conduit à une confrontation entre candidats de différentes religions. Mais pour ces élections, la situation est plus complexe. Et cette fois-ci, le scrutin est d'autant plus inédit que le candidat que le parti au pouvoir, APC, présente est un sudiste mais musulman. Il vient du sud mais il est musulman. Le candidat que l'opposition présente, Atiku Abubakar, est musulman nordiste, mais il se présente au titre de l'opposition. 2 favoris musulmans, une situation inédite due notamment à la tripartition de la vie politique. Car le 3e homme fort de ce scrutin, Peter Obi, est de confession chrétienne, la preuve d'un dépassement des clivages religieux. La démocratie nigériane est très récente, depuis 1999, donc elle gagne en maturité. On peut dire qu'elle est désormais complètement ancrée. Les enjeux économiques devraient prendre le pas sur les questions religieuses chez les électeurs. Le Nigeria est confronté à d'importantes pénuries et à une inflation qui s'élève à 22% sur un an. En plus bref, au Burkina Faso, l'ancien président Thomas Sankara inhumé sur le lieu de sa mort. Le corps de l'icône panafricaine et de ses 12 compagnons d'armes assassinés le 15 octobre 1987 repose désormais dans les tombes situées derrière la statue géante de l'ancien leader à Ouagadougou. Cela dit, retour chez vous et dans le reste de l'actualité, la rencontre ce matin. Hack, promoteur et directeur des radios et télévisions, sur les dispositions du Code de la presse. Depuis le 6 janvier dernier, ces dispositions sont entrées en vigueur. L'instance de régulation appelle donc à se conformer à ces dispositions. Abidé Niassi. Ils ont tous été convoqués, promoteurs et directeurs généraux des radios et télévisions publiques et privées, à cette réunion de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Le point essentiel, les nouvelles dispositions contenues dans le Code de la presse et de la communication. Des modifications, fruit de consensus de professionnels de la presse. L'heure est au rappel. Dans le Code de la presse, le journaliste a été défini comme celui qui a suivi une formation professionnelle de journalisme dans une école ou un institut agréé par l'État. Ou alors c'est quelqu'un qui a une licence générale, quelle que soit la discipline, mais qui a une expérience de 3 ans dans un organe de presse. Ou alors c'est quelqu'un qui a le BTS et qui a 5 ans d'expérience, celui-là est journaliste. Si vous êtes journaliste et que vous devez diriger une rédaction, vous devez avoir 7 années d'expérience avant de diriger une rédaction. La période moratoire accordée pour permettre aux acteurs de se conformer à ces nouvelles dispositions a expiré depuis le 6 janvier 2023. Et l'autorité de régulation prévoit des dispositions à cet effet. Je voudrais vous inviter à faire preuve de professionnalisme en respectant les règles édictées par le Code de la presse, de même que les dispositions prévues dans le Code de déontologie du journaliste togolais, ainsi que celles de la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il s'agit donc d'un rappel des dispositions de la loi et les échanges que nous souhaitons visent à mieux
comprendre les mesures prises par la HAC et non à revenir ou instaurer de nouveaux débats sur les dispositions de la loi. Pour les organes de presse, la démarche est claire et il va falloir s'y conformer. C'est une loi qui était là depuis 3 ans déjà, qu'aujourd'hui on doit pouvoir l'appliquer. Au niveau de notre structure, on a pris le soin au maximum d'être en règle avec la HAC en ce qui concerne la formation. Nous respectons les critères au niveau de Radio Jena. Nous ne sommes pas en règle dans la mesure où on doit migrer en point TG. Nous sommes en point com actuellement. Par rapport aux autres dispositions, nous avons fait l'essentiel. Il suffira tout simplement de venir apporter quelques documents pour confirmer ce qu'il faut faire. Après la presse écrite, une liste officielle des radios et télévisions publiques et privées en règle et autorisées à paraître au Togo sera publiée. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir dans la région centrale, Sokolé, Camboli et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.